Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nouvel épisode portrait dans lequel nous allons vous présenter la chanteuse Kalsoum, figure emblématique de l'Égypte du XXe siècle. Je suis Julie et c'est Sacha qui va vous présenter ce portrait. Pour commencer, peux-tu nous parler de la jeunesse de la chanteuse et de ses premiers pas dans la musique ? Fatima Ibrahim Al-Saïd Al-Beltaghi est née dans un village du delta du Nil au début du XXe siècle. Sa date de naissance n'étant pas exactement connue, oscillant entre 1898 et 1906. À sa naissance, elle reçoit le nom de Kalsoum, en référence à Kulsoum, troisième fille du prophète Mahomet. Née d'une mère chanteuse et d'un père imam, elle hérite de l'amour de la musique et de la qualité de chanteur de ses deux parents. Petite, elle apprend le Coran au Koutab, l'école coranique, et auprès de son père. Selon les sources, le frère Kalsoum, Khaled, accompagnait son père aux cérémonies religieuses afin de réciter les versets du Coran. Un jour, alors que Khaled est malade, remplace son frère au chant. Stupéfait par la puissance et la beauté de sa voix, son père l'intègre aux environs de ses 12 ans au sein d'une chorale, donnant des représentations lors de cérémonies religieuses à travers le pays. Pourtant, un premier obstacle se dresse sur son chemin, le chant est un métier d'homme, pas de jeune fille. Malgré tout, ses parents consentent alors à la déguiser en homme pour lui permettre de chanter. Comment la carrière Kalsoum va-t-elle se construire à partir de ce moment ? Alors c'est avant tout une rencontre qui va lancer la carrière de la chanteuse. Ses prestations autour de son village natal et dans les cérémonies à travers le pays attirent l'oreille d'un des chanteurs les plus renommés de l'époque, le cheikh Abou Leila Mohamed, qui convainc ses parents de le laisser emmener Kalsoum au Caire vers 1923. À partir de ce moment, la chanteuse enchaîne les concerts chez les plus grandes personnalités égyptiennes. Commerçants fortunés ou encore hommes politiques, tous se disputent ses prestations. La chanteuse va alors multiplier les rencontres avec les plus grands artistes égyptiens de l'époque, poètes, chanteurs et compositeurs avec lesquels elle collaborera. C'est le cas par exemple du poète Ahmad Rami, qui l'introduit à la poésie arabe, mais aussi à la poésie française et perse, des influences qu'elle intégrera dans ses textes. Artiste multifacette, la chanteuse est aussi actrice et apparaît pour la première fois au cinéma en 1936. Les films sont aussi un moyen pour elle de mettre en avant sa musique et ainsi toucher de nouvelles générations. Et maintenant, peux-tu nous dire ce qui caractérise la musique Kalsoum ? Alors la musique Kalsoum a de multiples particularités, c'est ce qui en fait une musique unique et particulièrement appréciée. Tout d'abord, sa voix lui permettait de chanter sur toutes les notes produites par le oud, l'instrument majoritairement utilisé lors de ses concerts. L'identité orientale de sa musique, par les instruments et les gammes de notes utilisées, tranchait avec d'autres chansons de l'époque, influencées de plus en plus par les musiques occidentales. Par ailleurs, la plupart des musiques de la chanteuse sont connues pour durer plus d'1 heure, certains de ses concerts durant même plus de 5 heures, générant ainsi pour la chanteuse comme pour son public le tarab, une émotion artistique élevée, sorte de transe musicale et de moment de communion entre la chanteuse, sa musique et son public. La musique Kalsoum touchait également l'ensemble des couches de la société, comme le disait l'écrivain Naguib Mahfouz. Grâce à elle, les paysans analphabètes récitent des vers raffinés, les nationalistes glorifient la langue, les mystiques entrent en transe et les femmes cloîtrées rêvent d'amour galant. Sa musique touche également de nombreux pays, depuis l'océan Atlantique jusque la péninsule arabique. Chaque premier jeudi du mois, les ondes étaient dédiées à celle que l'on appelait l'astre de l'Orient, un rendez-vous que personne ne ratait. Les années 1950 à 1970 en Égypte sont marquées par les politiques nationalistes de Nasser et par le mouvement du panarabisme qu'il met en avant. Quelle est l'implication de la chanteuse dans la vie politique du pays ? Par son chant, Kalsoum apporte un soutien à la politique nassérienne et à la révolution de juillet, durant laquelle la République succède à la monarchie. Elle crée différents chants révolutionnaires en l'honneur de la nation égyptienne, comme Nachid el-Gala, l'hymne de la liberté. Nasser comprend l'impact et la portée des chants de l'astre de l'Orient. Il fait porter sa voix sur l'ensemble des radios, comme sur la Voix des Arabes, créée en 1953. Au-delà de la simple diffusion du nasserisme, la voix Kalsoum porte en elle l'unité du monde arabe. La chanteuse se fait le relais du panarabisme prôné par Nasser, un mouvement qui vise à l'unification des peuples arabes. Elle apporte son soutien à plusieurs causes, dont la cause palestinienne, avec le morceau Asbah Handi Bundukia, qui veut dire « Et maintenant, j'ai un fusil ». La diffusion du nationalisme et du panarabisme vont alors passer par une double action, une action politique portée par Gamal Abdel Nasser et une action culturelle via les chants Kalsoum, largement diffusés via les radios.
une même méthode qui sera utilisée par le président avec le cinéma. Un lien étroit se tisse alors entre la chanteuse et le président, un lien intellectuel, sentimental et un amour commun pour l'Égypte. Ce lien vaut même à la chanteuse le titre de première dame d'Égypte. La chanson Wallah Zaman Ya Zelahi, qui signifie « Oh mon arme, cela fait longtemps », devient hymne officiel de la République arabe unie de 1958 à 1979. La République arabe unie est un État créé en 1958 par l'union de l'Égypte et de la Syrie qui relève pleinement du panarabisme prôné par Nasser. Une union qui disparaît en 1961, mais l'Égypte continue d'être appelée ainsi jusqu'en 1971. Un événement a marqué la politique égyptienne et la présidence de Nasser en 1967, la guerre des 6 jours. Quel a été le rôle de la chanteuse dans cette crise ? Et peux-tu nous dire quels ont été les impacts sur sa carrière ? En fait, après la guerre des 6 jours en 1967, le panarabisme et la politique de Nasser sont mis à mal, et le président annonce sa démission le 9 juin. Kalsoum lui rend alors hommage et l'encourage à rester en chantant « Relève-toi et écoute mon cœur, car je suis le peuple. Reste, tu es la digue protectrice. Reste, tu es le seul espoir qui reste. » La chanteuse fait tout pour aider son pays, au travers de ses chants, mais aussi par de multiples dons à l'État, notamment les recettes de certains de ses concerts. Mais un événement encore plus impactant pour la chanteuse, tant sur le plan sentimental qu'artistique, advient en 1970, la mort de Nasser. La chanteuse endeuillée annule alors de nombreux concerts. De plus, avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président Anwar el-Sadat et sa politique de dénassérisation, Kalsoum est reléguée au second plan. Elle donne son dernier concert en 1973 et meurt 2 ans après, le 3 février 1975, au Caire. Kalsoum est donc une figure majeure de l'Égypte du XXe siècle, surnommée l'astre de l'Orient, Al-Set ou encore la 4e pyramide, ce qui montre que la chanteuse est elle un patrimoine ancré dans l'histoire de son pays. Une histoire tant culturelle que politique, puisque la carrière de la chanteuse est indissociable de la vie politique égyptienne. D'ailleurs, lors des printemps arabes de 2011, de nombreux morceaux de la chanteuse sont repris. Ils renvoient à ce que de nombreux Égyptiens considèrent comme l'âge d'or du pays. Merci Sacha et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. L'équipe espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à faire part de vos remarques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui portera sur le scandale autour des déchets toxiques de la décharge d'Akouedo à Abidjan. D'ici là, bonne semaine à tous. Aluma ye beni miriyale wallahi deli kaminanko